Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur les états stationnaires de la particule quantique à la rencontre d'une marge de potentiel, dans le cas où l'énergie de la particule va être plus grande que la marge de potentiel. Donc je présente un petit peu le dispositif. Donc on a un potentiel, une énergie potentielle qui a l'allure suivante. Donc V égale 0 pour x négatif. Et V de x égale V0 pour x positif. Donc on a une discontinuité finie de potentiel ici. Et donc j'envisage une particule ici, dont l'énergie mécanique E est supérieure à V0. Donc déjà on peut rappeler un petit peu de ce que donnerait le point de vue classique. Donc je vous rappelle qu'en mécanique classique, on n'a que l'énergie mécanique, qui ici j'ai noté E est égal à EP plus EC. Et donc, comme EC est une grandeur positive ou nulle, on en déduit que la particule ne peut accéder aux zones de l'espace que... donc ici, le rôle de EP, c'est V de x. Il faut donc que E moins EP soit supérieur ou égal à 0. Donc, il faut que E soit supérieur ou égal à EP pour que la particule puisse se propager dans le milieu. Donc ici, comme E est supérieur à V0, d'un point de vue classique, la particule peut se propager dans tout l'espace, sans problème. Simplement, en termes de vitesse de propagation, on n'aura pas la même chose dans la zone que je vais appeler la zone 1 ici et la zone 2 pour x positif. Donc dans la zone 1, on a que le potentiel est égal à 0, donc on a que E est égal à EC, c'est égal à 1/2 de mv carré. Donc j'en déduis que la vitesse classique dans la zone 1, c'est 2E sur m en racine. Et dans la zone 2, on a que V est égal à V0, donc on a que E est égal à 1/2 de mv carré plus V0. Donc j'en déduis assez facilement que la vitesse dans cette deuxième situation, c'est 2 facteurs de E moins V0 sur m. Donc voilà, je vais l'appeler V2, celle-ci. Et V1 ici. Donc on a que V2 nécessairement est plus petit que V1, donc la particule ralentit dans la zone 2. Ou accélère si elle vient de la zone 2 et qu'elle se propage vers la gauche, évidemment. Donc maintenant, on va regarder un petit peu d'un point de vue quantique. Donc d'un point de vue quantique, on va voir si la particule peut exister partout, comme pour la particule classique, et on va voir un petit peu les probabilités de présence dans les deux espaces. Donc on recherche ici des états stationnaires. Donc encore et toujours, les états stationnaires sont cherchés sous la forme de fonction d'onde psi de xt égale phi de x e puissance moins i e sur h bar t. Et phi de x est solution de l'équation de Schrödinger indépendante du temps, d2 phi sur dx2 plus 2m sur h bar carré, facteur de e moins v de x fois phi de x égale 0. Ça c'est Schrödinger. Et donc on va réécrire cette équation de Schrödinger dans les deux zones, en zone 1 et en zone 2. Donc, en zone 1, le potentiel est nul, donc on se retrouve avec d2 phi sur dx2 plus 2me sur h bar carré phi de x égale 0. Je vais appeler phi 1 cette fonction d'onde. Et donc on va associer, comme d'habitude, à cette écriture un vecteur d'onde k carré qui va être égal à 2me sur h bar carré. Je vais l'appeler K1 carré. Donc c'est le vecteur d'onde dans le milieu 1. Et ça respecte toujours P égale h bar k. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et dans la zone 2, on va avoir comme équation vérifiée par la fonction d'onde d2 phi 2 sur dx2 plus 2m E moins V0 sur h bar carré phi 2 égale 0. Et donc là, on va associer, étant donné que E est plus grand que V0, ce terme qui apparaît ici est positif. Donc on va poser un vecteur d'onde K2 carré qui est égal à 2m E moins V0 sur h bar carré. Et je vous rappelle que ça, c'est l'équivalent de l'écriture de l'énergie mécanique, puisqu'on avait déjà fait ça dans une vidéo précédente. Ça, c'est l'équivalent à écrire que E est égal à h bar 2 K2
au carré sur 2m plus V0. Et donc ça, c'est l'équivalent de l'énergie cinétique, c'est P2 sur 2m, avec P égale H bar K. Donc ça, c'est de l'énergie cinétique. Et V0, c'est de l'énergie potentielle. Et donc K correspond bien au vecteur d'onde, ici, de la particule de matière. Donc voilà, on a nos deux zones de l'espace. Donc finalement, on se retrouve avec, dans la zone 1, D2 phi 1 sur dx2 plus k1 carré phi 1 égale 0. Donc les solutions vont se mettre sous la forme phi 1 de x égale a exponentielle ik1x plus b exponentielle moins ik1x. Et dans la zone 2, on va voir que d2 phi 2 sur dx2 plus k2 carré, cette fois-ci, phi 2, égale 0, dont les solutions vont se mettre sous la forme phi 2 de x égale c exponentielle ik2x plus d exponentielle moins ik2x. Comme d'habitude, pour la particule libre, on a une superposition d'ondes progressives et d'ondes régressives. Et donc ici, on va se permettre de simplifier un des termes, puisque le terme ici de d exponentielle moins ik2x, celui-ci, il correspond à une OPPM se propageant vers les x décroissants dans la zone 2. Et donc nous, comme on a une marche semi-infinie, c'est-à-dire que le potentiel reste égal à V0 quel que soit x positif, donc on n'envisage pas d'onde de retour, entre guillemets, dans le milieu 2. Donc, on va éliminer D. On va éliminer ce terme puisqu'on n'envisage pas du tout d'onde de retour dans la zone de la marche de potentiel, contrairement à la zone 1 où l'onde de retour correspond à l'onde réfléchie sur la marche. Donc finalement, on n'a que phi 1 de x est égal à a exponentielle ik1x plus b exponentielle moins ik1x et phi 2 de x égale c exponentielle ik2x. Bon, on est pas mal. On a nos deux écritures de fonctions d'onde, donc il ne nous reste plus qu'à appliquer les relations de continuité à l'interface. Mais avant de faire ça, on définit, comme en électromagnétisme, des coefficients de réflexion et de transmission en amplitude, alors pas tout de suite en densité de probabilité, en amplitude. Donc petit r va être égal à petit b sur petit a, et petit t va être égal à c sur a. Si bien que mes fonctions d'onde s'écrivent phi 1 de x égale a exponentielle ik1x plus ra exponentielle moins ik1x, et phi 2 s'écrit c exponentielle, c c'est pareil que t fois a exponentielle ik2x. Donc voilà ce qu'on a. Et ensuite, on applique les relations de passage. On a une discontinuité finie de potentiel. Donc que la discontinuité soit finie ou infinie, je vous rappelle qu'on a continuité de la fonction d'onde. Donc on va avoir que phi 1 de 0 moins égale phi 1 de 0 plus. Et comme la discontinuité est finie, on n'a que d phi 1 sur dx en 0 moins est égal à d phi 1 sur dx en 0 plus. Donc c'est phi 2, bien sûr, dans le milieu 2. Voilà. Et donc on va écrire ces deux égalités. Donc la première égalité, phi 1 de 0, ça me donne a plus ra. Je remplace x par 0, donc les exponentielles valent toutes 1, égale ta. Et enfin, la dérivée, je commence par dériver et après je remplace x par 0. Donc ça va me faire i k1a moins i k1 ra égale i k2 ta. Donc partout je peux simplifier mes a. Et donc je me retrouve avec un système qui est assez simple, qui est que 1 plus r égale t, et que je peux simplifier par i également.
que K1 facteur de 1 moins R est égal à K de T. Et donc pour simplifier, je vais plutôt diviser par K1 ici, de telle sorte à ce que je n'ai plus besoin qu'à faire la somme des deux. Si je fais 1 plus 2, j'obtiens que 2R, le R se simplifie, égale T facteur de 1 plus K2 sur K1. Donc j'en déduis une première écriture de T qui est donc égal à 2K1 sur K1 plus K2. Et donc comme K1 et K2 sont réels, finalement mon coefficient de transmission en amplitude est réel. Et ensuite, pour avoir R, R c'est égal à T bar moins 1. C'est donc égal à 2K1 sur K1 plus K2 moins 1. Donc j'en déduis que R est égal à K1 moins K2 sur K1 plus K2. Et même chose, ici K1 est plus grand que K2, donc R est aussi réel finalement ici. Et donc, tout calcul fait, j'obtiens que phi1 de x est égal à une constante A, qu'on pourrait obtenir par normalisation, A facteur de exponentielle ik1x plus K1 moins K2 sur K1 plus K2, exponentielle moins ik1x, et phi2 est égal à T, donc 2K1 sur K1 plus K2 fois A exponentielle ik2x. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, on a obtenu les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude. Maintenant, on va plutôt s'intéresser aux coefficients de réflexion et de transmission en densité de probabilité. Et donc, définition. On définit le coefficient de réflexion grand R comme la probabilité de la particule d'être réfléchie sur la marche par R égale la norme du courant de probabilité, la densité de courant de probabilité JR en 0T, divisé par la densité de courant de probabilité incidente. Et de même, on définit le coefficient T de transmission, donc la probabilité d'être transmis à travers la marche, par T qui est égal à la norme de JT, la densité de courant de probabilité de l'onde transmise, sur la norme de JI en 0. Voilà. Et donc la propriété, c'est que la probabilité se conserve, donc R plus T est égal à 1, évidemment. Et donc on rappelle également l'expression d'un vecteur densité de courant probabilité, J, qui est égal au module de psi au carré fois h bar k sur m. Donc ici, on a trois courants de probabilité. On a JI, qui est égal au module de psi I de xt au carré fois h bar k1 sur m, avec le module de psi I au carré, qui est finalement égal au module de phi I carré, module de phi I au carré, tout simplement, fois h bar k1 sur m, et le module de phi I au carré, l'onde incidente, c'est A exponentielle ik1x, donc ça fait tout simplement module de A au carré, fois h bar k1 sur m. La densité de courant réfléchi, c'est module de psi réfléchi de xt au carré, fois h bar k réfléchi sur m, avec k réfléchi qui est égal à moins k1, puisque l'onde réfléchie se propage vers les x décroissants. Et donc on en déduit que JR est égal à module de phi R au carré, avec un moins h bar k1 sur m. Et donc on obtient moins module de R au carré fois A au carré, h bar k1 sur m.
puisque l'onde réfléchie, encore une fois, dans les expressions de phi1 et de phi2, ici on peut identifier facilement l'onde incidente. Ça c'est phi i, l'onde réfléchie, ça c'est phi r, et l'onde transmise. Ça c'est phi t. Et donc enfin on termine avec jt. Jt c'est donc égal au module de psi t de xt au carré fois h bar k transmis, et k transmis c'est k2, attention, sur m. Et donc ça va me faire module de t au carré fois module de a au carré, h bar k2 sur m. Et donc à partir de ça, j'obtiens assez facilement le coefficient de réflexion. Donc quand je prends la norme, le signe moins de JR va disparaître. Il va me rester finalement module de R au carré, module de A au carré, H bar K1 en module sur M, divisé par module de A au carré fois H bar K1 sur M. Et tout se simplifie. Donc il reste que grand R est égal à module de R au carré, c'est-à-dire K1 moins K2 sur K1 plus K2 au carré. Et K1 moins K2 sur K1 plus K2 pourrait encore se réécrire avec les expressions des vecteurs qu'on a proposés au-dessus. Ça ferait racine, donc les 2m sur h bar carré se simplifieraient partout. Et donc ça pourrait se réécrire aussi. Racine de E moins racine de E moins V0 divisé par racine de E plus racine de E plus V0 au carré. Donc voilà ce qu'on obtient comme coefficient de réflexion ici. Et donc la propriété, c'est que R est non nul, contrairement à ce que prédit la physique classique. Alors évidemment, la limite, c'est que si E est très grande devant V0, c'est-à-dire qu'on arrive avec une particule d'énergie vraiment plus grande que le potentiel, eh bien on va se retrouver avec un R qui tend vers 0, ce qui est cohérent, puisque ça veut dire que la particule a une probabilité quasiment nulle d'être réfléchie si son énergie est très supérieure à la hauteur de la marche. Par contre, si son énergie est de l'ordre de V0, eh bien dans ce cas-là, on se retrouve avec une probabilité clairement non nulle d'être réfléchie par la particule, par la marge de potentiel. Et donc si E égale V0, on se retrouve même avec R qui est égal à 1, c'est-à-dire que si E égale V0, on a une probabilité 1 d'être réfléchi. Donc pour la probabilité des transmissions, c'est la norme de JT divisée par la norme de JI en 0, au niveau de l'endroit où il y a la marche. Et donc ça va me faire module de T au carré fois module de A au carré fois H bar K2 sur M, divisé par module de R au carré, module de A au carré, fois H bar K1 sur M. Il n'y a pas de module de R, n'importe quoi. Ça va donc me faire module de T au carré fois K2 sur K1. Et donc module de T au carré, ça fait 4K1 carré sur K1 plus K2 au carré, fois K2 sur K1. Et donc on en déduit que T est égal à 4K1 K2 divisé par K1 plus K2 au carré, ou encore 4 ici E, enfin racine de E fois E moins V0 divisé par racine de E plus racine de E moins V0 au carré. Donc la même chose, si E égale V0, on a bien que T égale 0, et si E est très très grand devant V0, on va se retrouver avec T qui va valoir 1, puisque racine de E moins V0 va être égal à racine de E, ça va faire 2 racines de E, le 2 au carré va faire 4, qui va éliminer le 4 au-dessus. Donc on aura bien un T qui vaut à peu près 1 ici, pour le coefficient de probabilité en transmission. Et donc, remarque, on a bien
R plus T égale 1. Si vous calculez R plus T, vous allez avoir K1 moins K2 sur K1 plus K2 au carré, plus 4 K1 K2 sur K1 plus K2 au carré. Et ça, en développant, ça fait K1 carré plus K2 carré moins 2 K1 K2 plus 4 K1 K2 divisé par K1 plus K2 au carré. Et donc, ça va nous faire K1 plus K2 au carré sur K1 plus K2 au carré, ce qui fait bien 1. Donc voilà pour ce calcul. On pourrait terminer par représenter les probabilités de transmission et de réflexion en fonction du rapport E sur V0. Donc nous, évidemment, on est dans le cas où E est plus grand que V0. On ne peut pas traiter le cas où E est plus petit que V0. On a vu que quand E était égal strictement à V0, le coefficient de réflexion valait 1. Et donc on va avoir un coefficient de réflexion qui ensuite diminue jusqu'à tendre vers 0 quand E est très grand devant V0. Et pour T, on part de 0. Et puis on va tendre vers 1 au bout d'une certaine valeur de potentiel, d'énergie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle était claire. C'est un cas assez classique qu'il faut savoir traiter absolument de manière propre, la marge de potentiel avec une énergie plus petite que la marche. Donc j'espère que c'était clair, et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire.